Je dois m'excuser pour ce français, que je vais tenter d'être très clair. Je dois tout d'abord remercier les organisateurs de cette présentation et les éditeurs de ce volume, Sabine et Antonio, qui m'ont fait beaucoup travailler et beaucoup réfléchir. Et la première fois, c'était une proposition de participer au séminaire à Paris, à l'école pratique des hautes études, pour présenter la situation russe correspondant à ce problématique. Et j'ai pris tout d'abord une chose évidente qui était absolument incontournable. Un architecte pétersbourgeois d'origine allemande, comme il se doit au XIXe siècle, qui s'appelle Messmacher et qui a recouvert littéralement la moitié de Saint-Pétersbourg de ses fabrications rinascimentales. Et ces constructions de Messmacher ne tranchent pas, ne sont pas différentes des constructions du même type à Rome, à Munich, à Vienne, à Athènes. C'est un type qu'on retrouve partout et qui utilise un certain nombre d'éléments qu'il recompose, des corniches, des linteaux, des portiques, tel ordre, tel élément. On peut jouer, on peut reconnaître des éléments. On est entre nous, dans un milieu cultivé, parmi les lecteurs des livres qui viennent de sortir, et on traverse l'Europe sans, pour ainsi dire, de changer de décor, comme si on traversait l'Europe dans un train où l'intérieur est décoré avec le décor à la Renaissance et on ne change pas de décor. Seulement, c'était une présentation au séminaire et quand ensuite Antonio et Sabine m'ont très gentiment proposé de participer à ce volume magnifique qu'aujourd'hui nous présentons à votre attention, eh bien, j'ai dû remonter aux origines de ce mouvement parce que j'ai voulu à tout prix comprendre d'où venait la première inspiration, la première impulsion. Et finalement, dans mon article que vous pouvez lire dans ce recueil, je parle des deux palais, seulement des deux palais pétersbourgeois, qui, pour moi, signifient le début de ce mouvement. Pour moi, tout commence avec ces deux palais. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier palais est celui d'un banquier, pas de n'importe quel banquier, du banquier, de banquier le plus riche de cette époque à Saint-Pétersbourg, qui prête beaucoup d'argent à la cour impériale et qui est un Allemand protestant d'origine juive qui s'appelle Ludwig Stieglitz et qui, comme par hasard, subventionne la première traduction de Burckhardt. Et le deuxième palais est un palais du grand prince Vladimir Romanov, d'un fils de l'empereur, et ce palais copie littéralement le palais florentin. Le palais florentin. J'ai trouvé des rapports très intimes et très intenses entre ces deux personnages, ce banquier et ce prince. Vous pouvez lire mes conclusions dans cet article. Seulement,
cette recherche ne s'arrête pas avec cet article que m'a été suggéré par Antoine et Sabine, parce que je trouve que le sujet abordé dans ce recueil est absolument fondamental. Et je suis extrêmement reconnaissante à vous deux, parce que finalement, je continue à travailler sur ce sujet, pas seulement parce que la Renaissance nous explique le XIXe siècle, mais parce que le XIXe siècle nous explique la Renaissance, nous obligeant de relire un certain nombre de visions, d'hypothèses, de conclusions des historiens de l'art et des architectes du XIXe siècle, et souvent, dans ces recherches, dans ces conclusions, dans ces hypothèses, il y a des voies qui étaient absolument révolutionnaires dans la compréhension de la Renaissance et qui ensuite ont été oubliées. Il est absolument vital pour nous de revenir à cette science et à cette créativité du XIXe siècle qui se fonde sur la compréhension de la Renaissance pour faire revivre un certain nombre de voies oubliées, pour sortir de certains impasses méthodologiques. Et donc, je continue à travailler grâce à vous. Vous m'avez lancé sur cette voie et je continue à travailler. Et je vais vous présenter en 3 images. En quelques images, je vais vous présenter ce qui va se passer après. C'est-à-dire, j'ai commencé par le noyau Mesmer, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. J'ai dû remonter aux années 1850 pour voir les origines. Mes conclusions sont dans l'article qui est publié dans ce volume. Et maintenant, je travaille sur la néo-renaissance en Russie au début du XXe siècle et à l'époque stalinienne. Et j'arrive à des conclusions très étonnantes, une fois de plus, très étonnantes. Donc, en quelques images seulement, le début du XXe siècle, nous avons toute une architecture de banque qui va s'appuyer sur la tradition de la Renaissance et en premier lieu sur Palladio. Nous avons également, dans ce début du XXe siècle, à Moscou, cette fois-ci, on se déplace de Saint-Pétersbourg à Moscou, nous avons des copies presque exactes des palais de Palladio, n'est-ce pas? Cet hôtel particulier de Tarassov, ce riche marchand de Moscou, mais aussi collectionneur et mécénat, eh bien, ça copie presque exactement le palais Thiene à Vicenza. Mais dans les années 30, ce mouvement ne s'arrête pas. Et après la révolution d'octobre victorieuse, avec une courte période de la victoire des avant-gardes dans le domaine de l'art et de l'architecture, avec une forte composante constructiviste, la Renaissance va revenir, avec notamment l'architecte Joltowski, qui va diriger presque entièrement les travaux de construction à Moscou. Et en 1934, il va ériger comme son manifeste cet immeuble d'habitation pour les cadres du parti. Et vous voyez que le palais de Capitaine est là, n'est-ce pas, augmenté, amplifié, multiplié. Comment cela se fait que les soviets
que les communistes choisissent de nouveau à revenir à ce style et à la Renaissance. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans la Renaissance? Plus encore, et ça c'est une petite découverte que je viens de faire, tout le monde connaît ce projet du palais des soviets dessiné par Iofan en 1932, mais peut-être on ne l'a pas encore comparé avec Filarete. Alors en ce moment, grâce à vous qui m'ont posé tellement de questions et qui m'ont inspiré à réfléchir sur ces sujets, sur ce Nachleben de la Renaissance, eh bien, je suis obligée de répondre à cette question. Je travaille en ce moment sur ce sujet. Juste une petite idée de la réponse. En 1925, les idéologues soviétiques rachètent en Allemagne, dans les archives de la sociodémocratie, les brouillons d'Engels, de Friedrich Engels, de son livre inachevé qui s'appelle « La dialectique de la nature ». La publication de la dialectique de la nature d'Engels sera la grande victoire, la première édition scientifique marxiste réalisée à Moscou. Engels, dans ce travail, parle de l'origine de la modernité, y compris à travers la science, la vision scientifique de la nature. À l'origine de cette nouvelle vision scientifique de la nature et de cette modernité, il place l'époque de la Renaissance, qu'il nomme Renaissance. Et il va, sur 3 pages, recopier pratiquement le texte de Burckhardt. Les intellectuels soviétiques, dont les architectes font partie, vont se saisir de cette occasion pour proposer le projet néo-palladien à Staline. Voilà la petite idée de la réponse qu'on pourrait avoir. Et on est de nouveau face à face avec Burckhardt. Voilà, je vous remercie. Grazie a Olga Medvedkova, mi sembra straordinaria questo lavoro di dissodamento e in fondo quello che auspicava Olga mi pare che sia molto in sintonia con quello che hanno voluto e hanno fatto i nostri Antonio Brucoleri e Sabine Frommel. E certo sarà un duro colpo per la letteratura architettonica da Ivan Leonidov a Moisés Ginsburg fino agli ottimi saggi di Jean-Louis Cohen, perché questo dissodamento mi sembra un'assoluta novità e sicuramente per quel poco che ci hai lasciato presagire ci saranno scoperte straordinarie che tu ci proporrai. Grazie e buon lavoro. La parola a Guido Zucconi.